T'es en parcours PMA, en FIF des pays. Assis-toi, faut que je te parle. Je me présente, je m'appelle Abby. J'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans dans 2 mois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo dans ma chaîne YouTube. Et j'espère le début d'une très longue liste. Euh, alors, si aujourd'hui j'ai décidé de prendre ma caméra et de vous parler, c'est parce que je trouve que ce sujet-là est très peu connu. Et on n'en parle pas beaucoup. La PMA, déjà que c'est tabou, alors la PMA avec des pays, n'en parlons pas. Et en fait, quand j'ai appris que je devais passer par une FIV avec un des pays, j'ai essayé de me renseigner et je suis tombée sur très peu de vidéos. Donc, vu que je dois passer par ce parcours-là, je me suis dit pourquoi pas le documenter et partager ça. Et puis, quand je verrai mon petit arc-en-ciel, mon petit bonheur, pourquoi pas partager ma vie. Alors, je pense que cette vidéo se fera en plusieurs parties parce que c'est très long. Tout ce que je vais avoir raconté se passe sur 1 an et demi. Donc, 1 an et demi en 30 minutes de vidéo, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'il y aura une première partie qui sera mon parcours. Donc, ce sera celle-ci. Si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez directement passer à la partie des pays, voilà, bah, je vous mettrai ça dans la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à checker les deux parties. Je pense que j'essaierai de les mettre d'intervalle. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas à attendre. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, en janvier 2025, j'apprends ma grossesse, qui n'était pas voulue. Ça faisait 3 ans que j'étais avec mon copain et 2 ans qu'on habitait ensemble. Et en fait, c'était pas voulu. Et quand j'ai appris ma grossesse, en fait, un jour, je sais plus pourquoi. Ah oui, j'avais très mal au sein, enfin, surtout très mal au téton. C'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, je me suis dit, avant d'aller au travail, parce que je travaillais de nuit à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas faire un test. Donc, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Et j'ai dit à mon copain, je crois que je suis enceinte. Il m'a dit, bah, j'ai un peu peur et tout de pas pouvoir assumer, qu'en gros, financièrement, que ce soit compliqué. Mais il m'a dit, je te suis et puis fais une prise de sang et on verra. Je fais ma prise de sang, tout se passe bien. Le taux est, est à 25. J'étais à DPO 11 quand j'ai fait ma prise de sang. Et le test de grossesse, j'étais à DPO 8 le soir. Donc, pratiquement DPO 9. Donc, on est très content. Je prends rendez-vous pour faire mes échographies. Et en fait, je fais régulièrement des prises de sang pour voir si le taux augmente. La deuxième prise de sang, le taux est bon. Il a plus que doublé. J'en refais une troisième. Et la troisième, le taux, c'est pas spécialement ça. Donc, je commence à m'inquiéter, mais je me dis, bon, c'est pas forcément grave. Et en fait, j'avais rendez-vous, il me semble. Oui, donc je vois que le taux ne monte pas très bien. Et il me semble, je sais plus comment ça se fait-il, mais je sais plus pourquoi, j'avais rendez-vous quelques jours après la prise de sang, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour, pour checker. Mais je sais plus pourquoi, parce que j'étais hyper tôt. C'était pas encore l'échographie de datation. Je sais plus. La veille, j'ai mal au ventre. Je dis à mon copain, je sais pas, je le sens pas trop. Il me dit, bah, t'en parleras au médecin, mais t'inquiète pas. Et moi, je lui dis, écoute, si là, ça fonctionne pas, je veux que... Moi, j'ai envie de re-essayer. Il me dit, ok, pas de souci. Le lendemain, on va... Donc, je vais... Ah oui, il me semble que c'est parce qu'en fait, on avait fait contrôler parce que j'avais... Ah oui, j'avais saigné un peu. Donc, j'étais allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, on voyait rien parce que j'étais encore trop tôt. Et du coup, il m'avait fait un contrôle dans 48 heures pour voir si le taux continue d'augmenter. Et donc, arrivé à l'hôpital, je fais la prise de sang. Donc, je me rends 2 heures avant à l'hôpital. Je fais ma prise de sang. Et puis, 2 heures après, j'arrive. Et bon, déjà, il y a eu un problème avec les résultats de la prise de sang. On a attendu je sais pas combien de temps. Et en fait, à ce moment-là, elle nous prend dans le bureau. Elle nous dit, bon, elle nous fait l'écho. Elle voit que mon endomètre s'est épaissi. Elle me dit, ok, l'endomètre s'est épaissi. C'est signe qu'il y a une grossesse qui est en cours. Enfin, pas qu'une grossesse, mais c'est compatible avec une grossesse en cours. Ok. Elle me dit, maintenant, je peux rien vous dire. Il faut attendre des résultats de prise de sang. Donc, elle me dit, patientez parce que les résultats, il y a un problème. Ils n'arrivent pas maintenant. Elle m'a dit, dès que j'ai vos résultats, je vous reprends. Donc, on attend. Elle fait passer les gens entre. Et en fait, mon conjoint me dit, bon, je vais aller nous prendre un truc à manger parce qu'on avait faim.
Et moi, en fait, j'arrêtais pas de réfléchir parce que moi aussi, je recevais les résultats de mon côté. Et là, pendant que lui est parti chercher des bonbons, je regarde et je vois que le taux, il a baissé. Et là, quand on revient, je fais la tête et je le regarde, il me dit qu'est-ce qu'il y a, je fais. Il me dit comme ça, je lui dis le taux, il a descendu. Il me dit ça doit être une erreur, mais non, t'inquiète pas, et là, il parle plus. Ça me fait vraiment de la peine. Enfin bref, on rentre dans le cabinet et elle nous dit, enfin, dans la salle, elle nous dit, bah, je suis désolée, mais le taux n'a pas, enfin, il est descendu. Et elle me dit, vous avez pas de saignement? Je lui dis, non, j'ai pas de saignement. Elle me dit, bon, elle me redonne, elle me dit de revenir dans 48 heures pour voir, parce qu'elle m'a dit que ça peut être une grossesse extra-utérine, oui. Vu que pour l'instant, j'avais pas de saignement. Je rentre chez moi. Je me mets... En fait, dès que je sors de la salle, je me mets à pleurer. Je vois que mon conjoint aussi a les yeux rouges, mais il se retient. Dès que je sors de la salle, je me mets à pleurer, je pleure, je pleure. Et donc, j'appelle ma mère, je dis... Enfin, bref, c'était très compliqué. Et en fait, quand je rentre chez moi, 1 heure après, je me mets à saigner. Et là, je me dis, heureusement que j'ai cet examen-là, parce que si j'aurais été chez moi toute seule et j'aurais saigné comme ça, j'aurais paniqué. Et bon, là, bah, je savais que ça allait arriver. Je priais, du coup, pour que ce soit... que je saigne, pour qu'on exclue la grossesse extra-utérine. Et donc, voilà. Comment s'est passée la première. Et après ça, donc, on me dit que c'est pas de ma faute, que ça peut arriver, que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, que, voilà, la prochaine grossesse va bien se passer. Ok. Et moi, donc, je rentre un peu en dépression à partir de là. Ma dépression, elle va durer 8 mois. Mais bon, à partir de là, je suis pas bien, je pleure, bref, je suis un peu... Et en fait, je sais pas pourquoi, là, je commence à me renseigner et je vois que les problèmes de fertilité existent. Qu'il y a des gens qui sont en parcours PMA, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce que leur conjoint leur spermogramme, parce que la femme, je sais pas moi, bouton bouché. Et je commence à paniquer. Et là, je fais quelque chose qu'il faut pas faire. Je vais voir une gynécologue et je lui dis que ça fait 1 an, je mens. En fait, à ce moment-là, non, je vous dis la vérité. À ce moment-là, je voulais savoir si j'avais un problème. Et je voulais rentrer en parcours PMA. Parce que dans ma tête, je me disais, je voulais tellement cet enfant que je me disais, en parcours PMA, ça va plus vite. En pensant que c'est simple, alors que pas du tout. Donc j'arrive dans son cabinet, je mens, je lui dis que ça fait 1 an qu'on est en essai bébé, et que c'est 1 an se sont soldés par une fausse couche. Donc elle me dit, écoutez, je vous donne des examens. Donc elle m'a donné une stérosalpinographie à faire, un bilan hormonal, une échographie de comptage folliculaire et pour mon conjoint, spermogramme. Elle me dit, je vous mets ces ordonnances-là. Et elle me dit, on se laisse 6 mois. Pendant 6 mois, je vous passe Ovinol et de l'acide folique. Si au bout de ces 6 mois, vous ne tombez pas enceinte, vous allez faire les examens. Et une fois que vous avez fait les examens, vous revenez vers moi. Ok. Moi, entre-temps, je suis tellement désespérée à ne pas faire du tout. Je vois, en fait, je me renseigne comment tomber enceinte rapidement. Et je vois que beaucoup de femmes sont tombées enceintes sous chlomide. Qu'est-ce que je fais? J'arrive à me prescrire du chlomide. Légalement, par la voix d'un médecin. Juste, je dirais pas qu'est-ce que j'ai dit pour m'en prescrire. Mais je vais inventer une excuse, il m'a prescrit du chlomide. Ne jamais faire ça. Parce que c'est... En fait, j'étais tellement désespérée. Faut que ce soit surveillé, contrôlé. Parce que déjà, ça peut amasser... Enfin, ça amassit l'endomètre. Donc, pas bon pour une grossesse. Ça, on peut pas le contrôler. Ça peut faire une hyperstimulation. Enfin, c'est tellement pas bien. Et je l'ai vu, j'ai pris un cycle. J'ai vu que mes douleurs d'ovulation, là, c'était chargé. J'ai arrêté direct. J'ai dit non, je vais pas prendre le risque. Et en fait, après ça, donc ça faisait 3 mois ou 2 mois, même pas que j'étais voir la gynécologue. Je me suis dit, mais en fait, s'il y a un problème, je vais pas attendre encore. Autant le savoir là maintenant. Donc, je vais faire l'hystérosalpinographie. On me dit que tout est ok, sauf que du côté droit, le liquide est passé un peu plus lent, mais ça peut être un faux départ. Moi, on me dit que tout est ok. Ok. Chez mes bilans hormonaux, tout est ok. L'échographie de comptage folliculaire, tout est ok. On confie son spermogramme. Et là, en fait, déjà, plus d'1 mois pour recevoir les résultats parce qu'ils se trompaient d'adresse. Je reçois et en fait, moi, quand personne m'a appelé, qu'est-ce que je fais? Je demande à ChatGPT. La ChatGPT, il me dit que mon conjoint a une tératosospermie et que
et que c'est pas... Et que ça peut effectivement... c'est pour ça que je peux avoir du mal à tomber enceinte ou que j'ai fait ma fausse couche. Il me dit, ça c'est un parcours, enfin c'est un dossier, enfin à cause de ça, vous pouvez rentrer en PMA pour une insémination. Là, je commence à paniquer, je me sens pas bien, je me dis putain. Entre-temps, donc j'appelle en août, donc ma fausse couche j'ai fait en février. En août, je fais une grossesse biochimique. Donc j'appelle ma gynécologue, je lui dis, bah écoutez, là j'ai fait une grossesse biochimique. Elle me dit, bah écoutez, la prochaine fois que vous tombez enceinte, je vous donnerai quelque chose parce que c'est peut-être, dès que vous tombez enceinte, vous m'appelez directement, parce que c'est peut-être un problème de progestérone ou de je sais pas quoi. Et elle regarde les examens, elle me dit, bon, non, le spermogramme, tout est ok, tout est bien, il a un très bon spermogramme, rien à signaler. En fait, tous les hommes, ils ont une tératospermie, donc voilà, et voilà. Elle m'a dit, pas à s'inquiéter. Elle me dit, par contre, oui, ils vous ont dit quoi pour l'hystérosalpingographie? Bah, je lui explique, et elle me dit... ça m'embête un peu. Je vais vous donner le numéro de mon confrère. Et il est spécialisé dans ça. Et il vous fera, je crois, il me semble, une hystéroscopie ou une EMP, je sais plus. C'est un examen, oui, une hystéroscopie pour voir en profondeur s'il y a vraiment quelque chose au niveau de la trompe. Là, je me dis, purée, j'espère que c'est pas ça. Bon, rassurer que mon conjoint, il a rien, mais bon, je panique un peu. Entre-temps, moi, qu'est-ce que je fais? Je voulais plus attendre. En fait, je voulais plus attendre quand. En fait, quand au début, je pensais que c'était mon conjoint qui avait un problème au niveau du spermocrame, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'hôpital, enfin le centre de PMA de ma ville. Je leur ai demandé un rendez-vous et ils m'ont donné rendez-vous 6 mois après. Ils m'ont dit on a de la place que dans 6 mois, donc en novembre. Je leur ai dit ok, pas de souci. Donc ouais, mon rendez-vous était en novembre. Entre-temps, je fais des prises de sang, bref. Je fais souvent piquer pour voir si je suis enceinte ou pas. Enfin, c'est super chiant. Et arrive octobre 2025, fin octobre, et j'apprends que je suis enceinte. En fait, j'apprends que je suis enceinte quelques jours avant, parce que mon rendez-vous PMA, je crois que c'était le 11 novembre, bref, fin octobre, j'apprends que je suis enceinte, quelques jours avant mon rendez-vous PMA. Et donc, j'apprends que je suis enceinte, tout, je suis contente, mais je suis un peu inquiète. Et là, en fait, le taux, il était, je sais plus, au début, il était bas ou normal, ou je crois il était, bref. Donc, je fais une prise de sang. Le lendemain, enfin, 48 heures après, je refais une prise de sang. Et là, le taux, il augmente, mais il manque 2 unités ou 3 pour qu'il ait doublé parfaitement. Bon, je me dis, je m'inquiète pas trop. Je refais une prise de sang. Et là, le taux augmente, mais il n'a pas doublé. Là, il manque 10 unités. Et là, je me dis, c'est une blague. Je me dis, c'est une blague. Après, désolé, c'est un peu long, donc je me mélange un peu. Donc, après ça, il me semble que je refais une prise de sang et je vois que le taux toujours galère à monter. Et en fait, quand je reçois la troisième prise de sang, je me mets à pleurer. Et je dis à mon copain, je crois que je suis en train de faire une grossesse extra-utérine. Je me mets à pleurer, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et donc, je vais à l'hôpital. À l'hôpital, j'explique et on me dit, bah, écoutez, madame, c'est vrai que le taux ne monte pas. À l'échographie, on ne voit pas parce que vous êtes trop tôt. J'ai l'impression de voir un début de sexe gestationnel, mais je ne suis pas sûre. Ça peut être aussi du sang. Donc, elle me dit, en fait, là, je vous remets un rendez-vous dans 48 heures. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur évolutif ou pas. Bon, moi, je commençais un peu à me dire que c'était mort. Donc, le rendez-vous de PMA arrive. Heureusement que je n'ai pas annulé parce que j'ai un conjoint. J'ai pas envie de l'annuler parce que si ça, c'est pas bon, pour reprendre un rendez-vous, j'ai pas envie de re-attendre. Donc, on se rend au rendez-vous PMA. Je lui dis que je suis enceinte et tout. Et en même temps, j'explique... je lui donne tous les résultats qu'on a déjà fait. Je lui explique que je suis enceinte. Il me dit oui, effectivement, le taux, voilà. Il me donne une échographie à faire, je sais plus, quelques jours après. Il me dit on verra et tout. Si d'ici là vous perdez du sang, vous allez aux urgences. Et voilà, il prend le spermogramme, sur salpingographie, mes prises de sang, il prend et tout. Il prend le dossier. Il me dit bon, il me dit rien sur le dossier, il prend juste, il me dit bon, on se revoit. Et entre-temps, ben, je continue à faire des prises de sang parce qu'à l'hôpital, il m'a dit de faire des prises de sang. Et en fait, donc, ouais.
En fait, quand je fais enfin, un jour, je suis au travail, je reçois ma prise de sang et je vois que le taux, il... Toujours pas, toujours pas. Donc, j'appelle l'hôpital, ils me disent, oui, venez à l'hôpital. Donc, je finis mon travail, je vais à l'hôpital. Et désolée, ça a coupé mon réveil. La dame, donc, me fait une échographie, elle me dit qu'elle voit rien. Qu'elle voit rien à l'échographie. Que après, je suis encore tôt. Mais que le taux, c'est vrai qu'elle, ça lui fait penser plus à une grossesse non évolutive ou grossesse extra-utérine. Donc elle me dit, on peut essayer pour l'instant de laisser faire la nature et de le laisser s'évacuer. Ou donc d'attendre voir comment ça se déroule. Ou de faire une injection de méthotrextase pour évacuer la grossesse. Et en fait, elle me dit, moi, pour l'instant, votre taux est très bas, il n'y a pas de risque avec ce niveau de taux. Moi, je laisserai faire la nature. Et en fait, on parle et elle me dit, je lui explique mon parcours un peu. Enfin bref, que là, on avait rendez-vous en PMA. Et je lui dis que j'avais, en fait, lors de mon mon hystérosalpingographie, on a vu que j'avais des potentiels adhérences du côté droit. Et dès que je lui dis ça, elle me dit, bon, en fait, je vais appeler le médecin PMA qui vous suit parce que vu que vous avez potentiellement une potentielle adhérence, et que si c'est vraiment ça, ça peut fortement être une grossesse réutérine. Et donc, voilà. Donc, elle appelle le médecin de PMA. Il lui dit, oui, moi, je suis OK pour faire... j'opte pour cette solution-là. Vaut mieux être... Enfin, vaut mieux ne pas prendre de risque et conserver de trompe. Ce sera mieux pour la PMA. Je lui dis, OK, pas de souci. Moi, OK. Et elle me donne rendez-vous le lendemain pour faire l'injection. Donc, le lendemain, je viens, je fais l'injection. Tout se passe bien, la grossesse s'évacue bien. Donc, quelques jours après, on va revoir le monsieur de PMA. Et du coup, il nous dit que... il nous donne donc c'est vrai, du coup, j'étais à 3 fausses couches. Un bilan de non-implantation. Donc, on avait un karyotype à faire, moi et mon conjoint. Et moi, j'avais des prises de sang à faire. Et il m'a donné une biopsie de l'endomètre. Non, une hystéroscopie à faire. Donc, c'est une petite caméra pour regarder, je sais pas s'il y a des adhérences ou un problème avec l'utérus. Et il me dit, on se revoit après. Donc, il me dit, on se revoit dans 3 mois. Comme ça vous laisse le temps de faire ces examens-là. Et puis, de toute façon, quand vous faites une injection de méthotrextase, vous n'avez aucune grossesse pendant 3 mois. Parce que ça peut être dangereux pour le bébé, ça peut avoir des malformations. Donc, 3 mois, voilà, sans grossesse. Donc, OK. Je fais ces examens-là. Les 3 mois passent. Ah oui, non. Avant. Parce que moi, mon parcours, c'est quelque chose. Juste avant, donc pendant ces 3 mois-là, je fais mes examens. Il y a un résultat qui tombe, qui dit en faveur d'un faiblement positif pour un SAPL de grossesse. En fait, c'était un SAPL, c'est quand vous avez des problèmes de coagulation. Et ça, en fait, ça peut faire que vous faites des fausses couches parce que c'est mal irrigué en sang. Je me dis, ok, bah c'est peut-être pour ça. Mais il était faiblement positif. Je me dis, c'est quoi ça encore, cette histoire? Donc, j'essaie de voir des médecins, je me renseigne. Personne peut me dire. Personne ne sait. Les gens ils trouvent ça bizarre, ils savent pas ce que c'est. Enfin, bref. Donc, les 3 mois passent, on a rendez-vous avec le centre. J'attendais ce rendez-vous avec impatience. Parce que je me suis dit, ok, là, on a peut-être la cause. On sait ce qui se passe. Mon conjoint, lui, entre-temps, il avait reçu ses résultats de karyotype qui étaient tout ok. Moi, je les avais pas reçus. Je comprenais pas pourquoi. J'arrêtais pas d'appeler. On me disait, j'ai pas les résultats, j'ai pas les résultats. Donc, on va au rendez-vous PMA. Et là, en fait, il regarde tout. Donc, tout. Et il me dit, bah, tout est ok. Bon, ça, je sais pas. Je comprends pas trop les résultats. Donc, je vais en parler à ma consoeur et tout. Et voilà. Il me dit, bah, on se revoit en septembre. Donc, dans 7 mois. Je lui dis, et en fait, je lui dis comment ça? Il me dit, bah, en fait, pour l'instant, et c'est encore naturellement. Et je lui dis, mais en fait, là, je suis quand même à 3 fausses couches. Mon corps, au bout d'un moment, il est fatigué. Là, à ce moment-là, ça faisait 1 an depuis ma fausse couche. Aucune grossesse qui tient. Il me dit, mais de toute façon, la PMA, ça vous empêche pas de faire des fausses couches. Ok. Alors là, et je lui dis, par contre, pour Cartu, je l'ai pas reçu. Il me dit, bah, je vais me renseigner, je vous rappelle quand j'ai des nouvelles. Je sors de ce rendez-vous, je pleure, je suis énervée. Je me dis, comment ça? Ça fait 1 an que j'ai fait ma première fausse couche. Entre-temps, il y a eu 3 fausses... Enfin, depuis là, il y a eu 3 fausses couches. Donc, j'y arrive pas. On voit bien que naturellement, j'y arrive pas. Et lui, il me dit encore en septembre. J'étais trop saoulée. Donc, je me dis, tu sais quoi? Oublie la PMA de Nantes, de ma ville, donc Limoges.
J'ai pris rendez-vous à Poitiers, c'était le plus proche. Donc je prends rendez-vous et on me donne rendez-vous un mois après. Les délais d'attente, c'est pas les mêmes. Enfin bref, et du coup, 3-4 jours après mon rendez-vous avec le monsieur de la PMA, le gynécologue, il m'appelle, il me dit: bon, madame Hassani, on sait peut-être pourquoi vous faites des fausses couches, vous avez un problème au niveau de vos chromosomes, au niveau de 2 chromosomes. C'est probablement pour ça que vous faites des fausses couches. Et moi, quand il me dit ça, c'est bizarre, mais en fait, je suis soulagée. Et il me dit: si vous avez des filles, faudra faire attention parce qu'elles aussi peuvent être sujettes à des fausses couches. Et puis voilà, là, moi, je vais prendre rendez-vous avec la génétique pour qu'ils prennent rendez-vous avec vous pour vous expliquer, pour mieux vous expliquer. Donc moi, je sais juste à ce moment-là que j'ai un problème avec 2 chromosomes. Et moi, quand il me dit ça, je me dis: bah, nickel, on va pouvoir enfin m'aider, je vais pouvoir, voilà. C'est pas pour rien que je fais mes fausses couches. Et là, je lui dis: mais du coup, on peut m'aider? Il me dit: ah non, il n'y a rien à faire. La prochaine grossesse, ça peut très bien se passer comme finir en fausse couche. Mais là, médicalement, on peut rien pour vous. Dans ma tête, il me dit: mais c'est fou de ma gueule. Désolée d'être vulgaire, mais la PMA, c'est peut-être un peu pour ça, non? Dans ma tête, je me dis ça. Bon, je calcule pas. En fait, lui, il était tellement, désolé du mot, perché. À chaque fois, il me dit: je vous rappelle. Il me rappelait je sais pas combien de temps après. C'est moi qui devais courir derrière lui. Donc, je me suis dit: ok, je vais trouver le numéro de la génétique moi-même. J'appelle la génétique. Je prends mon rendez-vous. J'ai rendez-vous 3 semaines après, je crois. Le même jour que mon rendez-vous à Poitiers pour la PMA, enfin bref. Donc, heureusement que je l'ai fait parce que la génétique, donc moi j'ai pris mon rendez-vous, la génétique, ils m'ont rappelé 3 semaines après pour me dire: oui, docteur Intel nous a dit de vous prendre contact pour prendre rendez-vous avec nous. J'ai dit: bon, j'ai déjà pris rendez-vous. Donc bon. Et c'était ce rendez-vous-là. J'avais rendez-vous, je crois, le 16 avril. Le 16 ou le 15 avril 2026. Quelques jours avant mon rendez-vous. Avant le rendez-vous avec la génétique et Poitiers. Donc je suis enceinte. Super. Donc bon, je me dis: je vais quand même aller à Poitiers parce qu'avec mes antécédents, bah je vais quand même y aller. J'y vais et en fait là-bas, super accueil, on m'explique. Elle prend le temps de tout bien nous expliquer. Elle nous dit: bah bien sûr que si, vous êtes éligible à une PMA. Donc je lui dis par rapport à la coagulation, parce que ça, j'avais toujours pas de réponse. Ça fait plus de 3 mois qu'il y a ce truc de coagulation, je comprenais pas. Et en fait, j'avais refait une prise de sang entre temps. Et la prise de sang, c'était toujours faiblement positif. Et elle me dit: bon, la deuxième prise de sang, vous l'avez fait un peu trop tôt. Elle m'a dit: là, comme vous êtes enceinte, à voir si on vous passe de l'aspirine, enfin, s'il y a des traitements à faire. Pour ça, elle m'a dit: je passe votre dossier en commission. Et on verra s'il faut que... si on attend encore un peu ou si on vous donne des traitements. Et elle me dit: en fait, par rapport à votre problème de chromosomes, des fois, vous avez 2 chromosomes qui s'échangent. Enfin bref, elle m'explique à peu près. Elle me donne le cas d'une translocation. Je me dis: ok. Donc là, on revient sur l'image. L'après-midi, on a un rendez-vous avec la génétique. Et là, la génétique, elle nous explique qu'effectivement, j'ai une translocation équilibrée réciproque. En gros, pour vous faire vraiment du gros, j'ai 2 chromosomes qui se sont échangés. C'est-à-dire qu'ils ont échangé de bras. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas en mauvaise santé. Mais au niveau de la conception, si en fait, je peux transmettre une translocation qui est équilibrée. Dans ces cas-là, l'enfant est en bonne santé, il est comme moi. Ou pas de translocation, une translocation équilibrée. Là, par contre, qui peut faire des bébés mort-nés, des fausses couches tardives, des fausses couches précoces, des enfants avec des grosses malformations. Donc, elle m'explique tout ça. Et donc, elle me dit, comme je suis enceinte à ce moment-là, elle me dit: bon, là, vous allez passer en commission pour pouvoir faire une amniosynthèse, pour voir si cette grossesse est voulue, pour voir si il y a un problème avec le bébé. Et s'il y a un problème, vous pourrez faire le choix d'interrompre la grossesse ou passive, enfin comme vous le désirez. Et elle me dit: au cas où cette grossesse ne se passe pas bien, ou pour une prochaine grossesse, vous avez le droit à faire une FIV avec un DPI. Donc je me dis: ok, je passe de vous n'avez pas le droit à une FIV, ça sert à rien, à au tout du tout une FIV avec DPI. Donc une FIV avec DPI, en fait, c'est un diagnostic préimplantatoire. C'est comme une FIV classique. Donc on fait les embryons en laboratoire. Il me semble que c'est une FIV ICSI. Et en fait, avant de transférer les embryons, on les teste par rapport à la maladie, voilà. Nous, on les teste, enfin, à la maladie recherchée. En France, c'est autorisé, mais c'est très encadré. Et ce qui n'est pas autorisé en France, c'est le DPI-A. C'est pas la même chose. Donc voilà. Et pour l'instant, cette grossesse, ça se passait bien parce que les taux, ils augmentaient très très bien. Pour cette grossesse-là, on a vu l'embryon, on a vu une poche. Mais très vite, en fait, la deuxième fois que je vais voir...
que je fais mon échographie. En fait, l'embryon était là. Il y avait un sac gestationnel et la vésicule vitelline. Sauf que l'embryon et la poche, c'était un peu petit par rapport au stade où je devais être. Donc, elle me dit, je vous redonne rendez-vous dans 2 semaines. Et entre-temps, en fait, j'ai eu des petits saignements, donc je me suis rendue à l'hôpital. Et ben, entre-temps, ben, j'ai perdu la grossesse. C'est la première fois que j'allais autant loin. J'étais à 2 mois, j'allais entrer dans mon 2e mois de grossesse. Donc, une fois ça, la génétique, je prends contact avec la génétique. Je lui dis que la grossesse n'a pas abouti. Elle me dit, est-ce que vous voulez entamer une démarche pour un parcours avec des pays? Et donc, je lui dis oui. Et donc, voilà, la première partie va, je pense, s'arrêter là. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer quels sont les centres j'ai contactés et la suite, qu'est-ce que j'ai dû faire comme examen, le temps que ça a pris. Donc, voilà. Désolée, c'est pas très structuré, mais c'est ma première vidéo. Avec le temps, je vais m'améliorer. Donc, n'hésite pas à t'abonner, car comme je te l'ai dit, je compte documenter tout ça. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et puis, on se retrouve pour la partie 2. Allez, bisous!